Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est à l'Elysée qu'on va venir si vous ne faites pas stopper ce massacre. Planqué que vous êtes, complice que vous êtes. Vous êtes d'accord avec ça, avec cette déclaration ? Moi, je pense que le silence... Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? S'en prendre à un juif, c'est s'en prendre à toute la République. C'est une explosion de ce qu'on appelle l'antisémitisme du quotidien. On sent bien qu'effectivement, dès qu'on dit ou qu'on parle de juifs quelque part à Paris ou ailleurs, on sent qu'il y a une certaine tension. La haine n'a jamais disparu, il lui manquait un bon prétexte. L'inaction de la France, oui, complice, Madame Maréchal. Un juif ne peut pas être un colon judée. Un juif, Jésus est né à Nazareth, il était juif. Ce monsieur est un porc. Et parce que la résistance est un droit. Il faut retirer le Hamas et les mouvements palestiniens de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. 38 listes aux élections européennes et autant d'outrances, voire de dérapages. Je rappelle une liste Free Palestine qui réclame le Hamas qu'il ne soit pas considéré comme un terroriste. Un autre baptisé Forteresse Europe qui parle du sionisme comme, je le cite, une influence étrangère à combattre sur le sol français. Et puis les grosses listes qui ne sont pas en reste. Le Rassemblement national qui fait poser un gendarme de dos. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui écrit que l'antisémitisme serait résiduel en France, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que dans cette campagne, le décolomètre ne fonctionne pas à plein tube pour faire du Bayrou dans d'autres circonstances? Est-ce qu'il faudrait radier les listes qui tiennent des propos hors la loi? Est-ce que ces outrances vont attirer les électeurs ou les faire fuir? Et à cette question, légitimation du terrorisme, antisémitisme assumé, cette campagne européenne dépasse-t-elle les limites? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Luc Robin a accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po et auteur du livre Les racines sociales de la violence politique aux éditions de l'Aube. On vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Philippe Bilger, avant tout. D'abord, puis-je rendre hommage à la patience de Luc Robin, oui. qui est parfait depuis un quart d'heure. Qu'on aime beaucoup. J'ai envie de faire dans le paradoxe un petit peu rapidement. J'ai évidemment les outrances, les délires ou les indécences que vous évoquées dans votre interrogation sont tout à fait exactes lors de la campagne. D'abord, je ne suis pas sûr qu'elles n'existaient pas, peut-être pas à ce point-là, mais elles existaient avant dans les autres campagnes européennes, mais surtout pour aller vers le paradoxe, au fond, je me demande si l'intérêt de certains citoyens pour la chose européenne, l'effervescence de cette campagne qui permet de diffuser un sentiment anti-Macron, la relation internationale perturbante entre l'Ukraine et la Russie, et surtout la tragédie israélo-palestinienne. Est-ce que tout cela ne crée pas une curiosité, sans doute dont l'origine est de mauvaise aloi, mais qui peut aboutir finalement à des élections européennes qui ne vont pas se caractériser par une abstention trop grande? Jean-Michel Fauvergue. Oui, les élections sont, d'une manière générale, en fait c'est le micro de Sud Radio là. Ça permet de recueillir des voix, mais ça reflète ces élections européennes là vont refléter aussi effectivement tout ce qui se passe aujourd'hui à l'extérieur. Alors le conflit israélo-palestinien, le conflit à la frontière russe et ukrainienne, etc., etc. Effectivement, les gens se positionnent là-dessus, mais ils se positionnent avec outrance aussi pour être entendus. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Moi, je suis amateur de débats éclairés, de gens qui échangent des arguments, y compris d'ailleurs des arguments rudes, sérieux, mais voilà, c'est comme et là, je vais faire plaisir à Philippe. C'est comme dans un match de rugby. On aime bien voir des choses viriles, on n'aime pas voir les bagarres sur le terrain de rugby. Donc, il faut se remettre à ça, quoi. Ouais. Mickaël Sadoun. Moi, j'aime la passion en politique. Je trouve qu'elle est le signe d'une vigueur démocratique et j'aurais pas envie de la supprimer. Mais on sent quand même que le débat se tend parce que je pense que chaque camp politique a l'impression d'un moment un peu fatidique et d'un enjeu qui est immense. La droite pense qu'il y a réellement péril dans la civilisation française et européenne. La gauche et le centre pensent que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Donc, pour chacun, j'ai envie de dire que les enjeux sont assez immenses. Voilà. Après, il y a quand même eu
deux propos, moi, qui m'ont particulièrement marqué, c'est David Guiraud sur les dragons célestes. Alors là, c'est antisémitisme affiché d'un élu, j'ai absolument pas compris. Et le propos très récent de Jean-Luc Mélenchon sur l'antisémitisme résiduel. À part ça, le reste me semble relever d'un propos de nature politique. Luc Rouban, quand on voit une liste que je connaissais pas encore hier soir, qui parle, je cite, c'est la liste Forteresse Europe du sionisme comme d'une influence étrangère à combattre sur le sol français. Le Hamas qui ne doit pas être considéré comme une entité terroriste, et il y a même une autre liste qu'on n'a pas mis dans l'inventaire à l'après-vert qui reprend comme slogan, c'est à hurler de rire, le slogan de Lénine en 1917, le pain, la paix et la liberté. Est-ce que, comme disait Bayrou, le déconomètre ne fonctionne pas à plein tube ? Moi je dirais qu'il fonctionne à plein tube, mais depuis longtemps. Dans le fond, on observe avec les élections européennes, c'est le prolongement de ce qu'on observe depuis pratiquement, je dirais, la crise des Gilets jaunes en 2018. C'est-à-dire que les outrances, la violence verbale, voire physique, sont là depuis longtemps. En fait, ce qu'on observe aujourd'hui avec la campagne des européennes, c'est le fait que la démocratie en France, elle est malade, et que beaucoup d'acteurs de la vie politique sont déjà dans l'outrance. On l'a vu à l'Assemblée nationale, alors du côté de LFI, on l'a vu aussi, bien sûr, lors des manifestations qui dégénèrent d'une manière générale, en pugilat, en violence organisée, de nature insurrectionnelle, plus ou moins, avec les Black Blocs, etc., plus divers pillages et agressions. Donc, on a quand même une situation française, je dirais politique française, qui est quand même très malade, très, très, très mauvaise. Donc, il y a ce consensus politique qui n'est plus là. Et on observe ce qu'on appelle en sciences politiques des phénomènes de polarisation affective, c'est-à-dire qu'en fait, on passe d'une démocratie où, dans le fond, les conflits sont organisés autour de prises de position, mais on peut rapprocher éventuellement, on a un adversaire, on discute, il y a des possibilités de compromis, à une vraie polarisation, c'est-à-dire qu'on désigne un ennemi parce que la position qui est prise va vous donner une identité sociale et politique. Alors, c'est plus du tout la même chose. Parce que si vous êtes dans l'identité, eh bien, vous fermez votre petit univers. Tous ceux qui participent pas à vos idées sont des ennemis, sont des autres. C'est l'altérité, et ils doivent être combattus par tous les moyens. Donc, ça ouvre la porte, évidemment, aux insultes, aux violences, aux caricatures, aux arguments rapides, et puis voilà. Donc, moi, je pense que, fondamentalement, et alors, il y a un deuxième problème derrière, c'est qu'effectivement, les questions européennes sont quand même très techniques. Quand on veut vraiment s'occuper de l'Union européenne, on doit s'occuper de questions de politique publique complexes. C'est pas simple. Et donc, dans le fond, aujourd'hui, beaucoup de gens, et à la fois dans les partis politiques et dans l'électorat, ramènent, dans le fond, les enjeux à des enjeux nationaux, avec tout ce que je viens de dire précédemment. Philippe Bilger. Luc Rouban, je voudrais, dans ma question, vous proposer une alternative. Est-ce qu'à votre avis, dans cette dérive, notamment du Parlement et à l'Assemblée nationale, il n'y a pas une volonté, au moins obscure, de se rapprocher de l'instinct, de la violence, de la vulgarité, d'une certaine forme populaire, au fond qu'il n'y ait plus d'hiatus entre la représentation nationale et le peuple qu'elle est censée incarner, ou est-ce qu'à votre avis c'est tout simplement la conséquence de la dégradation absolue de la culture personnelle, collective et, j'allais dire, démocratique? Écoutez, je vais vous faire une réponse de Normand, ce sont les deux, parce que d'un côté, vous avez une culture citoyenne qui est en pleine décomposition, parce que dans le fond, c'est le grand échec de l'école, faut le dire clairement. L'école ne forme plus des citoyens ou de futurs citoyens comme elle le faisait autrefois, donc sa capacité d'intégration aujourd'hui est très faible. Et alors après, évidemment, ça joue énormément sur les nouvelles générations, qui d'ailleurs sont très intéressées par tout ce qui est violent. Je veux dire, quand on fait des enquêtes, on voit bien que les générations les plus jeunes sont quand même justifient assez facilement la violence de type politique, pour contester une réforme, etc. Beaucoup plus que les autres générations. Donc vous avez ce premier problème. Et puis deuxièmement, effectivement, vous avez alors ce qu'on appelle plus ou moins le populisme, mais c'est plus compliqué que ça. Enfin, je rentre pas dans tous ces problèmes parce qu'ils sont un petit peu, ça serait très long à expliquer, mais je pense qu'il y a effectivement l'idée d'une remise en cause, tout simplement, de la démocratie représentative, qui implique une forme d'élitisme, qui implique une forme de distance avec, je dirais,
les préoccupations quotidiennes pour essayer d'isoler un certain nombre de grands sujets nationaux ou internationaux. Et là, effectivement, vous avez cette volonté de démocratie directe, d'emprise directe sur l'action politique, même si c'est complètement illusoire, avec des demandes récurrentes de référendums et d'actions directes, en fait. Voilà. Jean-Michel Fauvergue et Mickaël Sadoun. Oui, merci de cette présentation. Moi, je voulais d'abord, j'ai bien aimé le terme de polarisation affective, mais je voulais vous demander. Alors, effectivement, ça entraîne à pas de compromis ou moins de compromis. Est-ce que ça entraîne à pas de compromis uniquement avec les partis populistes, extrémistes, radicaux, ou est-ce que ça interdit le compromis avec les autres partis? Ça, c'est ma première question. Une deuxième question, c'est est-ce qu'on constate la même chose dans les autres pays européens? Luc Rouban. Écoutez, en fait, la polarisation affective et je dirais la poussée vers la radicalisation, c'est quelque chose qu'on observe à peu près dans tous les pays européens. Dans tous les pays occidentaux, on a fait des enquêtes comparatives là-dessus, donc ça c'est clair, avec deux sujets qui sont extrêmement clivants, si vous voulez, sur ce terrain-là, c'est l'immigration d'un côté et tout ce qui touche à l'environnement de l'autre. Bon. Deuxièmement, en termes de sociologie politique, ça touche surtout plutôt, si vous voulez, des partis de gauche radicale, avec des personnes plutôt diplômées. Donc en fait, la polarisation, elle vient pas de gens peu diplômés, elle vient plutôt de gens diplômés qui intègrent, si vous voulez, des considérations morales dans leur raisonnement. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est plus dans un raisonnement de type scientifique, on est dans un raisonnement de type moral. Et c'est là où ça commence à dégénérer, parce qu'effectivement, la morale, ça implique effectivement des jugements de valeur et donc des exclusions. On n'est plus dans un débat de type scientifique, ce que la République normalement doit appeler, c'est-à-dire un raisonnement de type logique, rationnel, avec des arguments qu'on peut éventuellement contester. Là, on est dans la morale, dans des grands principes. Si vous êtes pour Israël, c'est que vous êtes vraiment sioniste, etc. Si vous êtes pour l'un ou pour l'autre, c'est que vous êtes antisémite. Donc on a comme ça, et puis en plus évidemment, on joue sur la mémoire historique, sur un certain nombre de, de références qui sont extrêmement clivantes. Mais moi je voulais dire que je peux être d'accord avec ce que dit Monsieur Rouban. Je pense que la démocratie représentative est malade, mais pour moi elle est pas malade depuis les Gilets jaunes. Elle est malade depuis 2005, le référendum qu'on a totalement fait passer sous le nez des Français en faisant revenir par le traité de Lisbonne. Elle est malade depuis que la France s'est désarmée de sa souveraineté avec la construction européenne et que donc les représentants du peuple n'ont plus vraiment le pouvoir. Elle est malade depuis 2017, où il y a eu un fiasco total d'une élection présidentielle qui a été confisquée par des scandales judiciaires et médiatiques. Elle est malade parce qu'on a confiné la moitié de la population mondiale au moment du Covid. Mais si vous voulez, cette colère-là, elle ne me semble pas être simplement imputable au déchaînement des passions populistes de gens qui seraient sous-éduqués. Au contraire, je la trouve extrêmement rationnelle et je pense que le peuple est comme une cocotte minute et que plus on maintient longtemps le couvercle sur ça, et plus ça explose de manière violente au moment où ça sort. Une petite minute, Monsieur Rouban. Oui, très rapidement, oui. Mais ça, on peut trouver effectivement les racines du mal de manière bien plus ancienne, si vous voulez. Mais moi, je pense que le moment fondateur, c'est quand même les Gilets jaunes, parce que c'est là où, très clairement, très explicitement, on a remis en cause la représentation. Les Gilets jaunes ne voulaient pas être représentés. En aucune façon. Parce qu'ils se sentaient mal représentés. Et ça a été vraiment, et d'ailleurs, ça a été vraiment l'un des grands problèmes pour eux, puisqu'ils n'ont pas pu présenter de candidat aux européennes de 2019, précisément. Merci. Donc, si vous voulez, c'est là où, en théorie politique, on voit un basculement. C'est-à-dire, on commence à dire, finalement, le système ne fonctionne plus. Et donc, on est plus simplement effectivement, dans un mécontentement, dans une colère. On commence à rentrer dans la théorisation de la vie politique contre la démocratie représentative. Et après, si vous voulez, on n'a pas eu de réponse politique à ce problème. Donc, en fait, aujourd'hui, vous avez les résultats de ce qu'on a, nourri pendant, voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po et puis auteur de ce livre que je vous incite à lire, Les racines sociales de la violence politique, aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Mickaël Sadoun. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. N'oubliez pas, si vous voulez revenir, de nous faire des cadeaux. Merci beaucoup. Non, on plaisante. Et vous restez avec nous dans un instant, les vraies voix citoyennes avec Philippe David. On traitera justement de ce sujet. 55% des Français ne souhaitent pas se rendre au vote aux élections européennes le 9 juin. On en parle dans un instant jusqu'à 20h. Allez, à tout de suite.